les calcaires mudstone et wexstone. Dans le paysage, on va observer des affleurements avec une stratification comme on voit ici, où on a là des bancs plutôt massifs. Vous voyez l'épaisseur du banc, donc autour d'une vingtaine de centimètres ici sur cet affleurement. On peut aussi avoir des paysages de craie, comme ici dans le Kent, donc des grandes falaises qui vont montrer donc des profils avec des poches de dissolution d'argile. Et puis en bas de falaise, donc elles s'effritent, donc on a des éboulis qui peuvent être visibles. Donc la craie, c'est plutôt cette fois-ci un wexstone. Et enfin, bien sûr, on peut observer donc des paysages karstiques. Donc là, on est à la surface d'un lapia qui est jeune au niveau des îles des Bahamas. Et donc, l'eau a dissous une partie des carbonates. On a ces vacuoles, ces trous qui se mettent en place et on voit toutes ces petites traces là où l'eau stagne et dissout petit à petit donc le carbonate. Donc ça, c'est un lapia qui n'est pas encore très évolué. Donc voilà des échantillons de près. Donc évidemment, ce sont des roches carbonatées, donc elles vont toutes faire effervescence à l'acide à froid. Donc ici, on a clairement un grain qui est extrêmement fin, on ne distingue rien, en particulier dans ces parties-là de la roche. Donc ça, c'est une boue, et cette boue donc constitue une matrice, une micrite dans la classification de Folk, et donc c'est un mudstone. Donc ici, c'est un calcaire du Kentucky. Voilà un autre exemple de mudstone. Alors on reconnaît une cassure arrondie avec des bords qui peuvent être tranchants, ça fait comme des éclats. Donc c'est une cassure qu'on qualifie de conchoïdale. C'est un calcaire où on ne distingue rien. Le grain est extrêmement fin. C'est un calcaire lithographique. Rappelez-vous, il a été utilisé en étant gravé comme plaque, soit pour des sculptures très fines, soit même pour écrire. Donc c'est un mudstone et dans la classification de Folk, c'est une micrite. Donc voilà un affleurement de calcaire lithographique vu d'un petit peu plus loin. Et la flèche rouge pointe ici donc des zones où on voit ces éclats tranchants, cette cassure conchoïdale qui est assez caractéristique. Donc ici, vous avez un calcaire qui présente des éléments figurés arrondis, donc des oolithes. Donc c'est un calcaire oncolytique et on voit que ces oolithes ne se touchent pas. Donc c'est un wexstone, mais ils sont quand même nombreux, donc ça n'est pas un mudstone. Donc ici, on a un wexstone et on voit bien que ils sont cimentés entre eux, donc par une boue qui apparaît foncée. Donc c'est une micrite. Donc on va parler de oomicrite dans la classification de Folk. Donc un autre calcaire oolithique ici, donc où on voit bien que cette fois-ci, ce qui relie les oolithes apparaît clair à l'œil nu, alors que les oolithes apparaissent rouilles, hein, ils sont riches en oxyde de fer. Et si on passe au microscope, on retrouve donc les oolithes et on voit qu'ils sont reliés entre eux par quelque chose qui apparaît clair en LPNA, voire irisé ici. Donc ça sont des cristaux de calcite. Donc là, ce n'est pas une boue, ce sont des cristaux de calcite au contraire. Donc c'est un oosparite dans la classification de Folk. Et donc si je prends la classification de Dunham, ça reste un wexstone. Donc là, toujours au microscope, vous avez des tests de foraminifères qui sont visibles, qui ne se touchent pas, hein, c'est ça qui est important, et qui sont reliés entre eux par une phase qui apparaît foncée, c'est une boue carbonatée. Ils sont quand même assez nombreux, ces tests de foraminifères. Donc, dans la classification de Dunham, c'est un wexstone, et pour Folk, ça va être une biomicrite, puisqu'on a une boue qui relie donc des clastes d'origine biologique. La craie. Alors, la craie, selon les cas, selon la proportion d'éléments de coccolithophoridés, donc qu'on appelle des coccolithes et de ciment, on peut la classer de différentes manières dans la classification de Dunham. Et donc, on peut avoir une craie qui correspond à un wexstone si finalement on a assez peu de coccolithes et beaucoup de boue qui les relie. Voilà, donc j'ai mis la craie ici. Je vous rappelle que la craie, on va la reconnaître parce que quand on la prend dans la main, elle va s'effriter. Donc on va avoir des tas de petites miettes, de petits grains là qui se détachent très facilement. Voilà.
Et donc, toutes ces roches, tous ces calcaires ont une dureté qui est moyenne. On ne va pas rayer le verre, donc c'est une dureté qui est inférieure à 6. Alors, quelle est l'origine de ces roches? Eh bien, la dissolution au niveau des karstes de roches carbonatées va permettre de charger une eau en, en calcium. On peut aussi avoir une hydrolyse de granit sur des socs continentaux, ce qui va libérer des ions calcium dans les solutions de lessivage. Donc, cette eau finalement enrichie en ions calcium, eh bien, va se retrouver dans des milieux de faible agitation, par exemple au fond d'une lagune, comme ici, ou alors dans le domaine pélagique de la plateforme externe éventuellement, et ça peut être aussi dans des bassins profonds, comme ici, on a des mudstones et des wakestones, donc ça va correspondre au cas de la craie du Crétacé dans le bassin parisien. Éventuellement, ça peut être au niveau d'un talus, dans un lac, et il va falloir ensuite étudier les fossiles qui sont présents dans ces roches, qui vont être des indicateurs plus précis du milieu pour savoir si on est en milieu continental ou en milieu marin. Dans tous les cas, ce sont des milieux avec une très faible agitation, donc un niveau d'énergie bas. Ces calcaires, s'ils reviennent à l'immersion, eh bien, peuvent être dissous par l'eau et donc redonner des ions calcium et HCO3- qui vont se retrouver dans l'eau. Et donc ça, c'est s'ils participent évidemment à des paysages karstiques. Et si on a donc ces roches qui subissent du métamorphisme, eh bien, dans ce cas-là, s'ils sont enfouis, ils vont donner plutôt des marbres. Donc, on a des gisements importants de ce type de roches, en particulier dans le bassin parisien, par exemple le calcaire de Château-Landon, qui est encore exploité à Souppes-sur-Loing, qui va donner donc des pierres de construction. C'est avec ces pierres que l'Arc de Triomphe, la basilique du Sacré-Cœur ou le parapet du Pont-Royal ont été construits. Vous avez aussi l'exemple du calcaire du Comblanchien qui lui est extrait en Bourgogne. Et bien par exemple, c'est avec ce calcaire qu'on a réalisé les escaliers d'accès de la basilique du Sacré-Cœur de Paris ou encore l'escalier ouest du Palais de la Découverte et plus près du lycée, le bassin de la place de la Sorbonne dans le 5e arrondissement. Donc vous avez l'occasion de souvent voir ce type de calcaire dans les constructions de la région parisienne et en particulier des monuments à Paris.